13 heures, le journal de RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres retenus. 19e édition de la Coupe du monde de basketball. Le trophée présenté hier par une délégation de la Fédération ivoirienne de basketball au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Meillet-Koné, qui a lancé un appel à la mobilisation générale pour soutenir les éléphants basketteurs. La ministre d'État, ministre ivoirienne des Affaires étrangères à Houston, dans la région sud des États-Unis, Kandia Kamisoko Kamara, a présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Enfin, en France, l'affaire des écoutes téléphoniques, l'ex-président Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. En Côte d'Ivoire, donc, le trophée de la Coupe du monde de basketball 2023, présenté hier au vice-président de la République. Temoko Meillet-Koné a en effet échangé avec une délégation de la Fédération ivoirienne de basketball, la FIB. Les entretiens se sont déroulés au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Les précisions de Mahama Traoré. Il se nomme World Cup Naismith Trophy. Le trophée de la Coupe du monde de basketball mesure 60 cm de haut et pèse 6 kg d'or. Il est en escale à Abidjan pour 48 heures, comme le prévoit le programme de sa tournée, au sein des 32 nations qualifiées pour le mondial de basketball, organisé par le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Ce mardi, l'objet d'art a été présenté au vice-président de la République, Temoko Meillet-Koné. Un honneur pour la Côte d'Ivoire, premier pays africain à accueillir ce prestigieux trophée. Le présenter au vice-président, c'est avoir toute l'onction, tout le soutien de l'État, toute la vibration positive de toute la nation pour ces représentants de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, à cet événement de grande envergure qui est la Coupe du monde. Donc, aller à la Coupe du monde en ayant le soutien de l'État, c'est la chose la plus importante. Le soutien de l'État acquis, les éléphants basketteurs comptent désormais sur la mobilisation des Ivoiriens pour une participation réussie au prochain mondial de basketball. On souhaite la mobilisation populaire de l'ensemble des forces vives à soutenir cette équipe. Et on souhaite, en plus du soutien naturel des supporters que vous connaissez, on voudrait qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle, l'objectif c'est 1000 supporters privés à la Coupe du monde et qu'on puisse, pendant cet événement, dans tous les agoras, dans tous les environnements, on puisse regarder de façon publique la Coupe du monde pour donner beaucoup de bonheur aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, le Soudan du Sud, l'Égypte, l'Angola et le Cap-Vert sont les 5 pays africains qui disputeront la Coupe du monde de basketball 2023. La compétition se tiendra du 25 août au 10 septembre prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement hier dans la commune du Plateau de la 11e édition de la CGC Academy, rencontre organisée les 26 et 27 octobre prochains par la Confédération générale des entreprises. Au programme, des réflexions sur les défis liés à la croissance des entreprises. Le point dans ce reportage de Dingui Dingui. Le lancement officiel de la 11e édition de la CGC Academy a mobilisé les représentants de tous les domaines du secteur privé ivoirien. Pouvait-il en être autrement avec le thème choisi cette année, à savoir croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité? Non, ont répondu les opérateurs économiques que nous avons rencontrés du fait justement des défis auxquels les entreprises ivoiriennes sont confrontées. Comment doivent évoluer nos entreprises pour se pérenniser? Sommes-nous capables aujourd'hui d'aborder ces changements et surtout de conquérir de nouveaux marchés? Ces interrogations nous conduisent à nous pencher sur la problématique de la compétitivité de nos entreprises. La 11e édition de la CGC Academy est prévue pour les 26 et 27 octobre prochains. Notre souhait est de mobiliser encore une fois le secteur privé ivoirien et africain, les institutions nationales et internationales, ainsi que les pouvoirs publics, afin de faire un état des lieux de la situation de la compétitivité des entreprises et contribuer significativement au renforcement de cette compétitivité.
Un panel animé par les experts et opérateurs économiques ivoiriens a donné un avant-goût des enjeux et défis que soulève la problématique de cette 11e édition, à savoir la question de la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. En image, le séjour à Houston, dans le sud des États-Unis, de la ministre d'État, ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara. Un séjour pour présenter les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agriculture, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Plus de détails, bien sûr, dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ensemble pour réduire la pauvreté sur leurs territoires respectifs. En effet, la ministre ivoirienne de la Solidarité, Belmondo Dogo, a échangé hier avec la ministre sud-africaine du Développement social, Lindiwe Zulu. Les précisions, Michel Mambo Sogodogo. En juillet 2022, à Pretoria, à l'initiative du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et du président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, un accord de coopération est signé entre les deux pays dans le domaine du développement social et de l'inclusion sociale. Presque un an après, à la tête d'une délégation, Lindiwe Zulu, la ministre du Développement social de la République d'Afrique du Sud, est en Côte d'Ivoire dans les locaux du ministère de la Solidarité. Objectif, séance de travail avec la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, pour élaborer un plan de mise en œuvre de l'accord signé en 2022. Nous savons que cette plateforme va nous mener vers des rencontres permanentes. Nous espérons que ces rencontres-là seront positives, de telle sorte qu'à la prochaine rencontre de la Grande Commission, vous et moi soyons à l'aise dans nos propos pour annoncer à nos différents officiels que nous avons eu tel projet sur papier, nous avons pris telle décision pour la mise en œuvre et en voici le résultat. La rencontre de ce jour devra s'approprier les lignes directives convenues par les parties pour la mise en œuvre de cet instrument juridique. Des actions spécifiques et concrètes ont été identifiées et sont énoncées dans le présent programme de coopération à mettre en œuvre au cours de la période de 3 ans, 2023 à 2025. La visite de la ministre du Développement social de la République d'Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre du Forum régional de la sécurité sociale Afrique qui se tient à Abidjan du 17 au 19 mai 2023. Dans l'actualité nationale aussi, la présentation officielle du réseau des femmes artisanes du bâtiment et des travaux publics. L'occasion pour les membres du REFABCI de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Laetitia Kwasi et Victorine Yaoyobwe. L'autonomisation de la femme, un facteur important pour le développement. Pour y contribuer, le réseau des femmes artisanes du BTP en Côte d'Ivoire, REFABCI, procède au lancement officiel de ses activités. Objectif, renforcer les liens entre les travailleuses issues du secteur des bâtiments et des travaux publics. Nous avons décidé de prendre notre destin en main avec bien entendu le soutien et l'accompagnement de tous les acteurs et partenaires publics. C'est le lieu de faire un plaidoyer pour prévoir un fonds spécial pour le soutien aux femmes artisanes en vue de leur faciliter l'accès au marché. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale encourage cette initiative des artisanes du REFABCI. Cette cérémonie devrait donner à ces dames beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie à ce qu'elles ont décidé de faire comme métier. Les témoignages que nous avons entendus nous donnent raison de croire qu'elles ont leur place à occuper dans ces métiers. Au programme d'activité 2023 du REFABCI, une caravane nationale de ravalement des façades et de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ces actions qui ciblent les 10 communes d'Abidjan seront lancées dans les jours prochains. Un tout autre sujet à présent, le concours international de dictée aura lieu le 21 mai prochain à Montréal, au Canada. Et pour représenter la Côte d'Ivoire, 2 fillettes inscrites en cours moyen, Anne Doufflet et Sephora Gay, ont été reçues il y a quelques jours par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
Le professeur Maria Toukone leur a prodigué des conseils. C'est un reportage de Sephora Zegui. Elles ont été classées première et deuxième au concours international de dictée dénommé la dictée PGL, organisé par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Ces élèves en classe de CM1 et CM2 iront représenter la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Une joie qu'elles partagent avec leur ministre de tutelle. C'est une grande fierté pour moi parce que je représente mon pays dans un autre continent et ce que je voudrais donner à mes amis qui lisent beaucoup parce que la dictée n'est pas une matière difficile. Je suis très heureuse de partir représenter mon pays au Canada parce que c'est une charge et je suis sûre que je vais faire tout mon possible pour amener le trophée en Côte d'Ivoire. L'année dernière, l'équipe ivoirienne a ramené la médaille d'argent en se classant à la deuxième place au niveau mondial pour sa première participation. Maria Toukone encourage donc les candidates de 2023 à hisser haut le drapeau ivoirien à Montréal au Canada. Nous sommes très heureux de savoir que le retour de la dictée a fait des émules. Cette année, c'est notre deuxième participation et nous avons reçu les enfants pour les encourager et dire que la nation entière compte sur elle. Nous voulons un système éducatif de qualité. Et la qualité, ça commence là, c'est des enfants du primaire. Cette année, 2400 sélectionnés dans 22 draines du pays ont pris part à ce concours international. Les deux candidates porteront le flambeau de la Côte d'Ivoire le 21 mai prochain à Montréal, au Canada. Maria Toukone insiste sur le fait que le concours international de dictée, dénommé la dictée PGL, démontre l'importance de la dictée dans l'apprentissage des enfants et donc l'opportunité de son retour dans les programmes scolaires. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, une bibliothèque pour le collège moderne. Cet édifice réhabilité et équipé par la Fondation Univers des livres, de la lecture et de la dictée a été inauguré récemment par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les efforts pour susciter le goût de la lecture chez les élèves continuent. La Fondation Univers des livres, de la lecture et de la dictée en a fait son cheval de bataille. Réhabilitation et équipement de bibliothèques sont à noter au nombre de ses actions. La Fondation a initié 2 activités dans ce sens à Yamoussoukro. Un concours de dictée et de lecture suivi de l'inauguration de la bibliothèque du Collège moderne de Yamoussoukro. Monsieur le ministre, on ne peut que se réjouir de votre implication personnelle dans cette bataille de l'éducation qui témoigne de l'attention toute particulière que vous accordez à la jeunesse de notre pays. Parrain des activités, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, encourage toutes les initiatives en faveur des élèves. Chers enfants, il faut aimer la lecture. Lorsqu'on aime la lecture, on apprend les expériences des autres. On voyage dans l'univers sans se déplacer. On enrichit son vocabulaire. On apprend mieux les règles de grammaire. Donc lorsque vous lisez bien, ça développe également votre mémoire, votre capacité de retenir. Et naturellement, vous devenez très fort en dictée. Les lauréats du concours régional de lecture et dictée ont tous été récompensés. La finale nationale de ce concours se tiendra également à Yamoussoukro. La Fondation Univers des livres, de la lecture et de la dictée, quant à elle, va continuer sa mission à travers tout le pays. Restons dans la région centre du pays où l'université Alassane Ouattara de Bouaké, notamment le département des sciences politiques, a organisé il y a quelques jours une conférence publique. Thème retenu, la démocratie en Afrique, réinvention, innovation ou éternel recommencement. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Autocratie, corruption, coup d'État, conflits post-électoraux, guerre et rébellion armée. Autant de mots qui plombent la démocratie en Afrique. Pour réfléchir sur la question, le département des sciences politiques de l'université Alassane Ouattara a organisé une conférence publique sur le thème « La démocratie en Afrique, réinvention, innovation ou éternel recommencement ».
Lorsque nous regardons un peu le paysage politique dans nos États africains et plus précisément en Afrique de l'Ouest, nous voyons un peu tout ce qui est mouvement de transfiguration, mouvement de violence ou alors de conceptions diverses de ce que doit ou peut être la démocratie. Il était important de s'arrêter un moment et de questionner le projet démocratique. Et je pense que Achille Mbembe, professeur de son rang, est le bienvenu pour débattre effectivement de cette question-là. Ce besoin de réinvention s'impose sur le continent et c'est nous, intellectuels, qui devons poser les bonnes questions. Le professeur Achille Mbembe, conférencier du jour, a fait l'état des lieux de la démocratie africaine. L'historien politologue affirme que les Africains sont à l'origine du recul de la démocratie sur le continent. Pour sauver la démocratie africaine en péril, l'universitaire camerounais propose comme solution le réinvestissement dans la pensée, la réflexion, l'éducation et la question du sens. On assiste à un appauvrissement de la pensée à peu près partout. Donc, réinvestir dans la pensée. Réinvestir également dans la formation. Réinvestir dans les luttes très locales qui ont trait à la décentralisation, par exemple. Mieux, le directeur de la Fondation de l'innovation pour la démocratie en Afrique demande aux Africains de prendre leurs responsabilités. Le défi, c'est d'ouvrir l'Afrique sur elle-même, d'en faire un vaste espace de circulation. C'est ainsi qu'effectivement, nous retrouverons une part de l'autonomie et de la souveraineté à laquelle nous aspirons. Tout est entre nos mains. Écrivain de son état, Achille Mbembe est auteur de plusieurs ouvrages qui traitent de la question de la démocratie. Toujours à Bouaké, dans la région centre du pays, bientôt la réhabilitation de l'école primaire publique Christian Mouraud du quartier à Ouniansou, une initiative du ministre des Transports Amadou Koné. Les précisions de Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Bouaké. Construite en 1988, l'école primaire publique Christian Mouraud à Ouniansou-Bouaké n'a plus fière allure. Cet établissement, qui a plus de 35 ans d'existence, a besoin de rénovation. Face à cette demande, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'engage à rénover l'établissement afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. En plus de ravaler les murs de l'établissement, le ministre Amadou Koné, cadre de Bouaké, entend doter l'école de toilettes pour les enseignants et apprenants. Un engagement pris lors de la cérémonie de lancement de récolte de fonds pour la réhabilitation de cet établissement primaire. Je voudrais donc lancer un appel à l'ensemble des cadres de Bouaké, donc de contribuer pour que l'école à Bouaké soit totalement réhabilitée et qu'au profit de ces enfants que nous venons de voir, il y ait donc les conditions qui soient en place pour que ces enfants donc, puissent réussir dans la vie. Une initiative de l'ONG AS Univers dans le cadre de son projet éducatif en prélude à la journée de l'enfant africain. L'objectif est de lever des fonds pour la rénovation de l'école EPP Christian Mouraud. Une école sans clôture, exposant les enfants à tout type de danger externe. Une école où il n'y a pas de latrine, ce qui nous laisse imaginer que les enfants défèquent dans la brousse et à l'air libre. Pour son soutien à la bonne marche de l'école, les responsables de l'éducation nationale à Bouaké expriment leur reconnaissance au ministre Amadou Koné. L'ONG AS Univers s'est fixé pour mission de faciliter l'accès à l'éducation, encourager et promouvoir l'autonomisation de la femme et du genre à travers l'entrepreneuriat. Sensibilisation sur les droits et devoirs des parents, les violences basées sur le genre et remise des diplômes aux meilleurs écoliers sont les activités qui ont meublé cette cérémonie. Un tout autre sujet à présent, des avancées significatives dans la lutte contre la malnutrition à Kéré-Badougou et Bogodougou dans la région nord-ouest du pays. Ces deux villages bénéficient en effet du soutien des francs, les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire, structure mise en place pour résoudre les problèmes de nutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Les explications de Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. 2 ans après l'ouverture du franc, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire de Kéré-Badougou, département de Samatigila, le Conseil national pour la nutrition et ses partenaires viennent s'enquérir de l'évolution du projet. Depuis sa mise en œuvre, les habitudes ici ont bien changé. La santé nutritionnelle des enfants est scrutée dans les moindres détails. Les mamans sont aujourd'hui parfaitement en phase avec la nutrition infantile.
Plus aucune chance pour la malnutrition de prospérer. C'est avec fierté que les mères présentent à la délégation leur bébé en pleine forme. Le projet a changé nos villages. Depuis que c'est venu, il y avait des enfants qui étaient malades et ils sont guéris. On fait des bouillies et puis on les envoie à l'hôpital. On fait bagarre pour les donner. Vraiment, moi j'aime la sécurité qu'ils nous a donnée. Au niveau de l'école, avant, ils ne mettaient pas les enfants à l'école. Grâce au franc, ces enfants sont là de 2 ans jusqu'à 5 ans. Ils apprennent à lire, à écrire, à jouer. Après Kéréba-Dougou, direction Bogodougou dans la sous-préfecture de Kaniasso, une autre localité bénéficiaire du franc. Ici, ce sont des tout-petits pleinement épanouis que trouve la délégation. On ne parle plus de malnutrition dans ce village depuis bientôt 2 ans. Les populations ont fait de la culture vivrière un outil important dans la lutte contre la malnutrition. Ils font du riz, ils font du maïs, ils font du mil, ils font de l'igname, ils font de la banane. Alors ça permet vraiment d'animer le franc, ça permet de maintenir les alimentations sur le terrain. Vraiment, il y a une forte mobilisation de la communauté. Et on a également aussi pu voir beaucoup d'initiatives pour diversifier l'alimentation des enfants à partir de l'âge de 6 mois, avec entre autres des farines enrichies. Et c'était très très instructif. Beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui sont vraiment uniques au village, que nous avons appréciées et que nous comptons comme des meilleures pratiques que nous pouvons documenter et partager à travers le projet avec d'autres villages. Les chefs des 2 villages visités ont évoqué une doléance commune. Il s'agit de la construction d'un centre de santé afin de favoriser une meilleure prise en charge médicale des populations, particulièrement des enfants. Beaunoire, dans la région sud du pays, les aménageurs fonciers et autres agents immobiliers ensemble pour mettre fin aux litiges fonciers. Ils sont au micro de Sébastien Oignan et Didier Nguessan. La question de la course à la vente des terres, évoquée à plusieurs reprises dans la commune de Beaunoire et sous-préfecture, a occasionné une organisation dans le secteur des aménageurs fonciers et agents immobiliers. Le 5 mai dernier, à la place Kadjo Amangwa, le maire de la commune de Beaunoire, Jean-Paul Amétier, a interpellé les propriétaires terriens de sa localité. Il a aussi indiqué que l'État, conscient de ce que représente la région de Beaunoire en termes de réserves foncières, entend dans les années à venir construire une zone industrielle de plus de 700 hectares, en plus de celle de 300 hectares déjà existantes. C'est pourquoi le sous-préfet de Beaunoire, Krakwadio Menzan, a salué la mise en place du syndicat des aménageurs fonciers et agents immobiliers de Beaunoire et sous-préfecture. Le foncier est au cœur de la vie de ces différentes localités qui sont proches d'Abidjan. Mais si ceux qui interviennent dans ce secteur décident de fédérer leur énergie, de travailler dans un cadre permanent, nécessairement cela va aider à juguler les crises. Le président investi, Jean-Marie Hano, invite la population à l'union pour la bonne marche du foncier dans la cité. Nous pensons que ce bureau exécutif-là pourra changer beaucoup de choses et nous comptons vraiment sur les autorités et la population pour nous aider à vraiment redynamiser le foncier dans la ville de Beaunoire et sous-préfecture. Les aménageurs fonciers et agents immobiliers ont pris l'engagement d'une collaboration franche avec les autorités locales. Autre actualité nationale, le lancement hier dans le district d'Abidjan d'une campagne de vulgarisation de la plateforme digitale e-fournisseur. Cette campagne vise un meilleur suivi des commandes publiques et une accélération des procédures de paiement. C'est une initiative du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Les précisions de Lanciné Bakayoko. E-Fournisseur est une plateforme 100% digitale qui a pour principale fonctionnalité le suivi des commandes publiques. Quant à la CELIOP, elle se veut le guichet unique de l'information budgétaire. Tous les 2 systèmes sont les outils initiés par le gouvernement pour réduire le déficit d'information entre l'administration et le secteur privé en relation avec la commande publique et le budget. Malgré de nombreux efforts consentis par le gouvernement pour la mise en place de cet important outil, force est de constater que sur 4200 titulaires de bons de commande recensés au titre de l'exercice 2022, seulement 177 fournisseurs ont été enrôlés. Avec ces outils,
Les fournisseurs de l'État ont l'opportunité d'accéder facilement aux informations budgétaires, réduisant ainsi tous les passifs préjudiciables à leurs activités. C'est donc dans notre intérêt à tous de faire en sorte donc que vous puissiez massivement utiliser ces outils, que vous puissiez exécuter vos activités dans des délais brefs et in fine que vous puissiez donc accélérer la croissance économique dans notre pays. Le renforcement de la transparence de l'administration budgétaire et la qualité des relations d'affaires avec les usagers font également partie des objectifs de la cellule d'information des opérateurs économiques opérationnelle depuis 2014. Les populations de Côte d'Ivoire invitées à la prudence face aux promesses de gains rapides et levée d'argent, appel lancé hier par Jacques Assaoré, le directeur général du Trésor public, également président du comité de veille sur les activités d'agrobusiness et assimilés. Les explications détaillées de Lanciné Bakayoko. Les 12 sociétés de taxi-compteurs identifiées n'ont plus le droit de collecter l'épargne publique auprès des populations. Décision du comité de veille sur les activités d'agrobusiness. Selon le comité, sur le plan économique et financier, l'activité de vente de véhicules à crédit n'est pas une offre commerciale ordinaire, mais plutôt une offre de placement financier à moyen terme aux fins d'investissement au bénéfice des sociétés concernées. Les sociétés mises en cause procèdent à un contournement du dispositif réglementaire relatif à la possession préalable de la carte de transport avant l'exercice de leurs activités. Il ressort également que ces sociétés font de l'appel public à l'épargne à travers la publicité qu'elles font. Sur la survenance des risques, le comité de veille note les risques de solvabilité des sociétés concernées, préjudiciables aux souscripteurs, notamment en cas de faillite, saisie des véhicules pour une procédure judiciaire, fuite des dirigeants ou malversation. D'autres risques plus importants pèsent sur l'activité. Des risques de blanchiment, parce que la plupart de leurs activités se font en liquide. Et il y a des risques de contagion du système bancaire, parce qu'au regard des rémunérations qu'elles servent, la population a tendance à retirer ses fonds du système bancaire pour faire ses placements illicites. Dans les prochaines semaines, l'autorité de régulation des transports intérieurs devrait procéder à des audits dans les structures de transport mises à l'index. La cérémonie de remise du prix d'excellence édition 2022 aux lauréats du secteur des transports. Ils sont classés 2e et 3e dans les catégories meilleure contribution au transport aérien et meilleure innovation en sécurité routière. Cérémonie de remise en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. Les détails, Générosa Quadio et Éric Goré. La direction de la météorologie de la Sodexam et l'organisation des jeunes de la sécurité routière au Isère, 2e prix d'excellence 2022 au compte du ministère des Transports. Une quinzaine de pilotes et une trentaine de mécaniciens et autres donc, qui sont formés ici par Air Côte d'Ivoire, donc à Yamoussoukro. Et ce qui a été fait démontre que la formation est de qualité. Ces deux structures sont distinguées dans la catégorie de la meilleure contribution au secteur du transport aérien. Les 3e prix ont été raflés par les directions de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, et le réseau national pour le bien-être des chauffeurs. Classés dans la catégorie meilleure innovation en mobilité urbaine et la sécurité routière. Notre pays est aujourd'hui un exemple de mise en œuvre des systèmes sûrs de mobilité urbaine. Le ministre des Transports vient de remettre au nom du chef de l'État les prix d'excellence des personnalités qui ont œuvré à faire en sorte que la question de la lutte contre l'incivisme sur la route devienne une réalité. Les trophées réceptionnés, les diplômes, les chèques d'un montant d'1 million de francs CFA pour chaque prix. Nous croyons fortement au fait que si les chauffeurs sont dans de meilleures conditions de travail, qu'ils sont dans de meilleures conditions de vie, leurs comportements changeront sur les routes et ça va nous faciliter également beaucoup de choses. Cette distinction précède la grande cérémonie d'excellence tenue en présence du président de la République le 4 août 2022.
Des images à présent en France. L'ex-président Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, à exécuter sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes téléphoniques, va former un pourvoi en cassation, annonce faite par son avocate. Enfin, en Suisse, 3 ans de prison, dont 18 mois fermes requis hier par la justice contre l'islamologue Tariq Ramadan. Ce dernier est accusé de viol dans une affaire remontant à 2008. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous d'être toujours RTI 1.